Salut tout le monde, alors juste avant d'attaquer cette vidéo, un petit moment d'autopromo, donc s'il vous plaît, restez, c'est hyper important pour moi, voilà, cœur sur vous, tout ça. Le 22 février prochain, c'est-à-dire dans moins d'un mois en fait, il va se passer un truc important pour moi, mais vraiment très important pour moi. Mais regardez plutôt. Non, plus sérieusement, regardez, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, il est là, il est prêt, il est enfin putain de prêt à sortir, mon nouveau roman, Izzy a disparu, chez XO, et je suis putain de joasse de vous le présenter aujourd'hui. Izzy est une influenceuse mondialement connue, une grosse resta d'Instagram, qui disparaît de sa chambre d'hôtel à Boston sans laisser aucune trace. Évidemment, Internet s'enflamme, donc conséquemment, les médias traditionnels s'enflamment aussi. Bref, c'est le bordel, et au milieu de ce bordel, il va y avoir une enquête de police, qui bien sûr va être un petit peu gênée par le cirque médiatique, et dont le but va être d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un des visages les plus reconnaissables au monde peut disparaître sans laisser de traces. Le bouquin est donc disponible à partir du 22 février chez votre libraire préféré, mais il est déjà disponible à la précommande. Pour des raisons de simplicité, parce que je sais que vous êtes des grosses feignasses, je vous ai mis dans la description des liens vers les grandes enseignes pour pouvoir le précommander, mais il va de soi que je suis maqué avec aucune de ces enseignes et que vous achetez le bouquin exactement où vous souhaitez l'acheter. Voilà, donc sinon on est en train d'organiser une petite tournée de dédicaces des familles, qui fait plaisir. Je suis impatient de vous y retrouver. Dès que j'aurai les dates, je les balance sur les différents réseaux, sur Discord également. Venez me rejoindre sur Discord, c'est important. Donc pour résumer, Izzy a disparu, chez XO Édition, 22 février, partout où on vend des livres. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je fais 2-3 petites annonces. Voilà, donc restez jusqu'à la fin. De toute façon, vous allez voir, c'est assez court. Et puisse le bonheur étymologique de l'épistémologie transcendantale épanouir sur vous une pub chrysallidique. C'est un amphigorie, ça, non? Et tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne peut pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice versa. Un amphigorie est une figure de style qui consiste à complexifier volontairement un propos dans le but de le rendre incompréhensible. C'est fait de façon ironique ou sarcastique ou satirique. Enfin, c'est fait dans un but normalement humoristique ou burlesque. La chanson Vice versa des Inconnus, en ce sens, c'est un immense amphigorie. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypocondriaque. Bon bah là ça veut rien dire, voilà, c'est amphigorique. Et aujourd'hui on va parler d'un amphigorie qui a mis un énorme coup de genou dans les baloches du monde scientifique. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'épistémologie, il y a un peu un avant et un après. Enjoy. Alan David Sokal, né en 1955, est un scientifique américain qui a plusieurs casquettes. Professeur de mathématiques au University College de Londres, ainsi que professeur émérite de physique à la NYU, la New York University. C'est un spécialiste des mécaniques statistiques et des combinatoires d'une manière générale. Et le gars est rentré dans l'histoire par rapport à une publication qu'il a faite dans une revue qui s'appelle Social Text. Et pour comprendre l'impact du machin, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est cette revue Social Text. L'université de Duke, en Caroline du Nord, est la 5e meilleure université des États-Unis. Et incidemment, la 20e meilleure université au monde. Et c'est pas moi qui fais le classement, je sais pas ce que vaut ce classement, je m'en bats les couilles de ce classement, je ne fais que vous réciter le classement. Et depuis 1979, la University Duke Press
publie régulièrement une revue scientifique et culturelle et qui s'appelle Social Text. Ce journal, armé de son comité de rédaction indépendant, s'intéresse à tous les phénomènes socio-culturels en s'appuyant sur, évidemment, des théoriciens et des intellectuels réputés. Depuis les années 80, on y trouve des articles sur des sujets comme l'environnement, le sexe, le genre, la race, etc. Le fait qu'un sujet soit ou non controversé ne freine absolument pas le comité rédactionnel qui cherche sans cesse à repousser les limites, les frontières des théories sociales. Jusque-là, vous allez me dire, très bien, on imagine bien, on pressent bien qu'il y a quelques articles, ça doit un peu secouer dans les milieux où tout est bien établi, et j'ai envie de dire c'est pas plus mal, sauf qu'il y a un problème qui va être mis en lumière justement par Alan Sokal dans l'article qu'il va publier. Et alors Alan Sokal, je sais pas quelles sont ses convictions personnelles, d'accord ? Je m'en cogne, je le connais pas ce mec-là. En revanche, il y a un truc qui est manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui le gonfle personnellement, ce sont les philosophes et les intellectuels de tous bords qui s'appuient sur, on va dire, un lexique de sciences dures ou un lexique de mathématiques pour plus ou moins mettre en avant leurs théories. Bien sûr, quand ils le font hors de tout contexte et hors de toute compréhension dans le seul but de pousser leurs idées. Je veux dire, si c'est un mathématicien qui parle de mathématiques, ça lui pose pas de problème. Et Alan Sokal, en 1996, soumet à la revue un texte intitulé, je cite, « Repousser les frontières de points vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique ». Il affirme dans ce texte que la théorie quantique a des implications politiques progressistes. Il dit, je cite, « Puisque la réalité physique est à la base d'une construction sociale et linguistique, alors une science libératrice et des mathématiques émancipatrices devraient être développées afin d'abandonner les canons de la caste d'élite de la science dure au profit d'une science postmoderne qui offre le puissant appui intellectuel au projet de politique progressiste. » Alors il parle de plein de trucs dans cet article, mais le fond de son discours, sa ligne directrice, si vous voulez, c'est que la philosophie peut être utilisée pour remettre en cause les théories scientifiques établies et pour en établir de nouvelles. Ah, et j'ai oublié de dire un truc à propos de Sokal, à propos de son CV. C'est un épistémologue. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de l'étude critique des sciences et de la connaissance. Or, figurez-vous que le journal Social Text ne soumet pas les articles à un comité de lecture. Conséquemment, dès qu'ils reçoivent le texte de Sokal, il est publié. Et le jour même de la publication, Sokal fait une déclaration pour indiquer que non seulement ce texte est complètement con et amphigorique, qu'il n'a aucun sens, mais que, de plus, il contient des erreurs factuelles. Des erreurs factuelles que les spécialistes des domaines traités sont capables d'identifier au premier coup d'œil. L'article, je vous mets le lien dans la description de cet article, bien sûr, l'article contient plus de 100 notes de bas de page, ainsi qu'une bibliographie d'une taille qui est ahurissante vis-à-vis de la taille de la publication elle-même. Et les conséquences de la publication de cet article, elles ont été multiples, mais la première, la plus évidente, mais il faut quand même le dire parce que c'est important, c'est mettre en valeur l'importance des comités de lecture. Oui, parce que très clairement, si cet article, avant la publication, avait été relu par des gens des domaines traités dans l'article, il n'aurait jamais été publié, aucun sens. Le truc, c'est que la revue Social Text, justement, n'employait pas de comité de lecture parce qu'elle voulait encourager des publications peu conventionnelles, qui repoussent les limites, vraiment. Et alors, je peux comprendre l'idée du truc, mais la conséquence directe de ça, c'est qu'il y a à boire et à manger. Un des buts de Sokal, c'était de dénoncer l'usage abusif des sciences dures par les sociologues et les philosophes. Et alors, on va être clair tout de suite, vous et moi. Déjà d'une, il n'y a pas que les philosophes et les sociologues qui abusent des sciences dures. Et évidemment, c'est pas tous les sociologues et tous les philosophes qui abusent des sciences dures. Tiens, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder, si ce n'est pas déjà vu, une vidéo de la chaîne G-Milgram à propos d'une crème rajeunissante qui s'appuie sur la théorie quantique de la lumière bio, je sais pas quoi, qui est arrivée sur le marché, qui coûte une race. Le lien dans la description. Vous allez kiffer. Bref, Social Text a considéré, et c'est parfaitement compréhensible, que cet article, en fait, ça constitue un abus de confiance. Et ils ont raison. Et alors, je ne dis pas que juridiquement, ça constitue un abus de confiance, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que
Très manifestement, Sokal a profité du fait qu'il savait que ça passerait entre les mailles du filet sans aucun problème pour publier ce truc. Mais justement, c'était le but, pour dire plus simplement et plus clairement le propos de Sokal. Si cet article peut être publié dans Social Text, alors que par construction cet article n'a aucun sens et qu'il contient des erreurs manifestes, comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans quoi que ce soit qui est publié par cette revue? Qu'on soit clair, hein, dans le monde de l'épistémologie, manifestement, quand je lis tout ce qui a été publié sur ce sujet-là, il y a vraiment un avant et un après l'affaire Sokal. C'est un point important de l'histoire de l'épistémologie. Et c'est pas plus mal un petit peu de remettre les différents éléments à leur place. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les vulgarisateurs qui peuvent parler de sujets qu'ils maîtrisent pas nécessairement, hein, je suis bien placé pour le savoir. Vous avez aussi les intellectuels qui peuvent simplement, même pour pérorer ou même de bonne foi, s'appuyer sur des sciences dures qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas, et même pas nécessairement de façon malveillante, hein, je veux dire, c'est aujourd'hui, voilà, le lexique aujourd'hui, c'est la mécanique quantique, comme il y a quelques décennies, c'était l'électromagnétisme, et bientôt, ce sera, j'en sais rien. Évidemment, on a loin, très loin, les charlatans, les escrocs en tout genre, qui, eux, vont s'appuyer, pareil, sur un lexique scientifique. Vous connaissez le bail de, voilà... Le gars qui prétend soigner le cancer et grâce aux vibrations magnétiques et quantiques d'un objet qu'il faut que vous achetiez et que vous mettiez sous votre oreiller. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez les scientifiques qui se font chier à pondre des articles velus avec des comités de lecture dans lesquels il y a d'autres scientifiques qui se font chier à les valider. Ah, et attention, un truc aussi important, c'est que une des conséquences de l'affaire Sokal, c'est que ça a fait du mal à l'image des sciences dites humaines et sociales. Oui, parce que je le rappelle si besoin est, les SHS, donc les sciences humaines et sociales, ce sont des sciences. Ce sont des vraies sciences, ce ne sont pas des sous-sciences, ce ne sont pas presque des sciences, ce ne sont pas des pseudo-sciences, ce sont des vraies sciences. Mais comme ce ne sont pas des sciences dures, ce sont des sciences dans lesquelles on voit de temps en temps popper des crétins en tout genre qui s'appuient sur un lexique ultra complexe et apparemment... Il s'appuie sur des grandes théories scientifiques de physique ou mathématiques, etc., pour développer des théories basées sur une intuition qu'ils ont sortie de leur propre boule. Cette parenthèse juste pour dire, ne rejetez pas les sciences humaines et sociales. Rejetez ceux qui se prétendent des sciences humaines et sociales et qui parlent dans le vent. Ah dernière conséquence de la publication de Sokal, et après j'en aurai fini pour ce sujet-là. Devinez qui a reçu en 1996 le prix Ig Nobel de la littérature. Les éditeurs de Social Text. Ils ont reçu ce prix pour avoir, je cite, « publié avec empressement des recherches qu'ils ne comprenaient pas, dont l'auteur disait qu'elles n'avaient aucun sens, et qui concluaient que la réalité n'existait pas. » C'est une merveille. Voilà, juste avant de vous dire au revoir, 2-3 choses que je voulais dire donc justement en fin de vidéo. La première, c'est que je serai à la SF Connexion à Colmar le week-end du 3 et 4 février. Et ça va être vachement bien, il y a des invités de ouf, il y aura PH, il y aura Astronico, il y aura Els Astronomie, il y aura G de la Culture Geek, il y aura Aurélien Porteau, il y aura Richard Darbois, il y aura Donald Reignoux. Bon, si je veux être parfaitement honnête avec vous, hein, pour pas que je prenne qui que ce soit par surprise, il y aura aussi 12 parsec, voilà. C'est comme ça. Mais ça va être bien quand même, hein, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire à quel point c'est un endroit cool, j'y vais, alors que c'est dans le Haut-Rhin. Vous savez ce qu'il faut, moi, pour m'emmener dans le Haut-Rhin? Voilà, donc, 3 et 4 février, viendez nombreuses et nombreux. Et si vous ne connaissez pas Colmar, bah, c'est l'occasion de visiter. Hein, c'est une magnifique petite ville. C'est de la merde par rapport à Strasbourg, mais par rapport au reste de la France, c'est une magnifique petite ville. Ça, c'était le sujet numéro 1. Le sujet numéro 2, ça concerne les vidéos de la campagne. Donc, j'avance sur le sujet, hein, ça avance même bien. Je ne veux pas trop en dire parce que je veux éviter les effets d'annonce, parce que je sais comment ça se passe quand on fait des annonces. Ce que je peux vous dire en revanche, voilà, cette vidéo-ci, là, que vous êtes en train de regarder, que vous avez quasiment fini, merci d'être là, cette vidéo-ci ne fait pas partie des vidéos que j'ai promis, que je me suis engagé à faire avec cette campagne. Hein. Une vidéo normale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, les likes, les commentaires, les partages, tout ça, vous savez. Abonnez-vous et activez la cloche. Parallèlement à ça, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné de la plateforme par un bug technique qui n'existe pas.
Je rappelle une dernière fois, mon bouquin Easy a disparu sort le 22 février, les précommandes sont ouvertes, donc ça c'est le moment pour vous, c'est votre cue, d'accord? Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et go, go, go! On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là bien sûr, portez-vous bien. Et à bientôt.